Il y a tout juste un an, je vous faisais partager la découverte et l'installation de ma nouvelle télé 4K Hisense U7 que j'avais choisie pour son rapport prix-luminosité. Elle est franchement géniale. J'ai donc décidé de rester chez Hisense et je vous propose de m'accompagner dans cette vidéo pour découvrir le nouveau bijou en matière de vidéoprojection 4K laser. Bienvenue sur AVIexpress pour le test du Hisense 100 L5F. On va commencer par le déballage, mais regardez la taille du carton par rapport à la taille de ma télé qui fait quand même 55 pouces. C'est emballé aux petits oignons évidemment, il est même arrivé sur sa palette dédiée. C'est le genre d'unboxing où même hors caméra, tu peux pas t'empêcher de sourire. Je vous montre rapidement l'intérieur du carton. Vous avez ici le projecteur laser et l'écran de projection. Regardez, il y a un truc qui en dit long sur le package, en tout cas qui laisse présager de bonnes choses. Alors bien sûr, vous avez télécommande, rallonge USB, prise électrique, etc. Les différents guides à ce niveau-là, mais c'est surtout les gants pour pouvoir manipuler l'écran et éviter de faire des marques dessus. 2 paires de gants ont été prévues, puisque en théorie, il faut monter l'écran à 2. Et c'est ce que je compte faire d'ailleurs, mais pour l'heure, il est temps de vous présenter la bête. On va retirer le dernier plastique. C'est vraiment une sensation particulière. C'est particulier parce que je sais pas si ça vous fait la même chose à vous, mais personnellement, je me souviens de l'intégralité des télés que j'ai pu acheter dans ma vie. Et oui, ça a une tête de projecteur, mais c'est une télé. C'est d'ailleurs revendiqué sur la boîte Hisense Laser TV. Je vous le présente dans un instant, mais là je vais avoir besoin d'aide. Il faut être 2 pour monter l'écran de projection sur le mur. C'est parti pour le montage de l'écran. Alors je vais vous montrer un condensé évidemment. On va pas tous faire directement en vidéo. Il y a 3-4 étapes à respecter, à commencer par étaler le petit drap que vous avez ici sur le sol. Donc là on a assemblé le cadre en aluminium un petit peu en mode Lego. Et puis je vais mettre les connecteurs qui vont servir à rigidifier la structure. Le cadre en alu est super léger. Beau gosse. Là, on est à l'étape cruciale où on est en train de tendre la toile. Pour l'instant, j'ai pas vu à quoi elle ressemble. J'avoue que j'ai hâte de la retourner. Donc là, on est en train de fixer le cadre extérieur. Il s'agit des bordures noires que vous voyez ici. Regardez-moi la taille de ce monstre qui s'apprête à remplacer ma télé. On est en pleine réflexion sur le positionnement de l'écran et un truc que je voulais vous montrer. Évidemment, j'ai allumé le projecteur avec une première diffusion sur un mur acrylique et ensuite, j'ai positionné l'écran. Regardez la différence qu'on peut avoir entre les deux. Je m'attendais pas à ce que ce soit, on va dire, aussi symptomatique. Moi qui ai l'habitude de projeter sur écran acrylique, je m'aperçois que là, l'écran ALR, ça change absolument tout. On s'est bien débrouillé pour la pose de l'écran, mais pour avoir, à dire, l'image optimale, notamment en largeur, il faut que je rehausse le cadre de quelques centimètres. Pour ça, des petites clés sont fournies ici, il suffit de les tourner. Alors je vous rassure, elles sont pas visibles, on pourra les enlever juste après. Et regardez ça, l'installation finale. J'ai un écran de 100 pouces à l'intérieur de mon salon et c'est pas ça le plus dingue. Le plus dingue, c'est ça. Et vous êtes en train de vous demander de quoi je suis en train de vous parler. On est fin juillet, il fait super beau dehors. J'ai 5 sources lumineuses à l'intérieur de mon salon, dont 3 fenêtres, une petite là-bas et la lumière que j'utilise pour mes projections. Et regardez cette image de dingue. Ce niveau de luminosité, c'est du jamais vu en ce qui me concerne. Et cette qualité d'image est essentiellement liée à 2 facteurs. Le premier, ce sont les 2700 lumens déployés par la lampe du projecteur. Le second, et c'est pour moi le facteur principal, c'est cette toile ALR. Et par ALR, comprenez Ambient Light Rejecting, et l'objectif de cette toile, ça va être d'éliminer toute la pollution lumineuse que vous pouvez avoir chez vous, qu'il s'agisse des fenêtres ou des murs. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment aucun point de réfraction de la lumière, tout en prenant en considération que j'ai ma lampe là-bas à gauche, que les murs de la maison sont intégralement blancs, que le sol de la maison est clair et que j'ai 3 fenêtres ouvertes à droite et juste en face du projecteur lui-même. Et si le projecteur seul est en mesure d'obtenir un bon niveau de luminosité sur mur acrylique comme je le fais habituellement avec mes projecteurs, c'est véritablement cette toile qui le fait basculer dans l'univers des télévisions. Pour l'instant, je laisse mes volets ouverts en guise de proof of concept, mais après, on fera des tests bien sûr dans un environnement moins éclairé pour tirer le meilleur parti de l'image. Là, on va faire le test d'allumage du projecteur. Je vais vous montrer en combien de temps le projecteur passe de la veille jusqu'à l'arrivée sur l'écran d'accueil.
il faut environ 20 secondes. On reviendra sur le système d'exploitation dans un instant. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment j'ai finalisé le paramétrage de l'image en plus de l'installation du cadre. Vous avez plusieurs techniques. La première est une méthode automatisée avec laquelle vous allez utiliser votre smartphone, flasher le QR code que vous avez ici et envoyer une photo de l'écran sur laquelle différents points ont été positionnés pour permettre un réglage automatisé. Mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé plus efficace le réglage manuel que je vais vous montrer dans un instant. Voilà, vous allez dans correction géométrique manuelle et vous allez pouvoir faire le paramétrage vous-même de manière assez classique. Vous allez donc pouvoir ajouter les bordures droite et gauche comme vous le souhaitez. Là, mon objectif, ça va être de faire disparaître les bandes lumineuses que vous avez au niveau du mur à cet endroit-là, qui restent et qui sont pas particulièrement utiles. Et voilà, c'est quand même nettement plus sympa comme ça. Alors ne vous étonnez pas d'avoir plusieurs signatures lumineuses à l'intérieur de ma vidéo. Je filme avec une caméra, je filme avec mon smartphone et il est très différent de filmer un écran par rapport à me filmer moi. Je renvoie beaucoup moins de lumière que l'écran, donc je suis obligé d'ajuster les réglages en temps réel. Si vous vous demandez ce qu'est la petite pop-up que vous avez juste ici, il s'agit d'un système de protection essentiellement destiné aux enfants. Si jamais je m'approche de l'écran, la luminosité baisse et va même carrément s'éteindre si jamais je reste plus de 5 secondes à côté du capteur. Le capteur, le voilà, et vous allez bien sûr pouvoir éteindre cette fonction à l'intérieur des paramètres. Moi, je la laisse allumée parce que j'ai des jeunes enfants. C'est fait pour la protéger, mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais l'éteindre. Bienvenue à l'intérieur de l'interface propriétaire de Hisense VidIO qui va vous permettre d'accéder à toutes vos applications. Vous avez déjà des applications préinstallées ici. On va lancer Netflix comme ça pour le plaisir, pour vous montrer les vitesses de chargement. Donc voilà, AliExpress typiquement, c'est ultra rapide, la navigation est super fluide. Et bien sûr, en fonction de votre abonnement, vous aurez accès à tout type de contenu, Full HD ou 4K. En ce qui me concerne, j'ai un abonnement 4K. Mais pour une question de droit d'auteur, je peux pas vous montrer grand chose et j'en suis bien désolé. Mais heureusement, j'ai d'autres vidéos sympas à vous montrer. Bienvenue sur YouTube avec une vidéo enregistrée en 4K. Alors signé Sony, avec un niveau de luminosité qui est génial. J'adore ce lever de soleil, ça éclate. Dès lors que vous avez un beau projecteur avec en plus un bel écran à la clé, ça donne quelque chose de véritablement super. Je vais aller vérifier qu'on est bien en 2160p, la définition 4K tant qu'à faire. C'est bel et bien le cas. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Regardez-moi les reflets de lumière, je les ai jamais vus sur un projecteur. Et cette vidéo, je l'utilise quasiment dans chacun de mes tests de projecteur. Les reflets lumineux qu'on peut avoir sur l'eau, je les ai absolument jamais vus à part avec ce projecteur-là et forcément cette toile-là, en se rappelant bien que là, on est en plein jour, que j'ai laissé tous les volets ouverts à l'intérieur de mon salon. C'est quand même fantastique, c'est incroyable. L'image est magnifique. J'ai pas noté d'effet arc-en-ciel comme on peut le voir sur certains projecteurs laser. On a un beau piqué. J'ai même pas modifié réellement les paramètres de l'image. Vous pouvez y accéder en live pendant que vous êtes en pleine diffusion de contenu. Donc là, je me suis mis en mode standard. J'aime bien le mode dynamique. J'avoue que le mode dynamique a tendance à rendre fade les autres modes. C'est celui que j'utilise en priorité. Je vous ai montré le mode standard comme ça de base. Bon, après, vous avez les modes cinéma jour, cinéma nuit. Personnellement, voilà, je vais mettre soit standard, soit dynamique, mais dynamique de préférence. C'est ce que j'utilise d'ailleurs comme mode aussi sur ma télévision. Ça fait quand même la part belle à la luminosité. Voilà les réglages qui sont effectués de base sur le projecteur. Et personnellement, je les ai pas modifiés. J'ai laissé la compensation de mouvement. Elle va aider à effectuer la transition entre des films qui, en règle générale, sont enregistrés en 24 images par seconde, mais diffusés en 60 Hz, en 60 images par seconde, ce qui est le cas de ce projecteur. Évidemment, pour la partie critique, on n'aura jamais la même profondeur, le même contraste qu'on aurait en utilisant une télévision LCD ou OLED dans l'idéal, mais on a quand même une image qui est extrêmement convaincante. Je sais pas comment vous le vivez à travers la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, mais moi je kiffe. Et dites-vous bien une chose, l'image que vous voyez, qui doit déjà être extrêmement convaincante, est retranscrite par ma caméra, qui dispose elle-même de ses propres limites en captation de couleurs, de lumière. Ce que moi je vois avec mes yeux, c'est juste génial. Là, j'ai accru la luminosité sur ma caméra pour que vous puissiez me voir. On va parler angle de vision. Le projecteur est évidemment positionné à l'intérieur de mon salon, plus ou moins face à mon canapé d'angle que vous avez juste ici. Vous êtes donc là sur l'angle maximum que je peux prendre par rapport à la toile et j'ai une vue quasi parfaite. Elle va être sensiblement meilleure si je me trouve véritablement à l'aplomb, à la perpendiculaire par rapport au projecteur, mais ça se joue véritablement à pas grand chose. Là, je me décale sur le côté et vous pouvez voir, l'image est encore extrêmement visible et là, je suis au-delà de mon canapé. Par contre, évidemment, si je me mets à l'intérieur de ma cuisine, j'ai beaucoup plus d'angles et là, l'image est tout de suite plus délavée. J'aime bien la prochaine scène, vous allez voir, on voit un cochon nager dans l'eau, c'est quand même assez rare de voir ça en France. Alors, ça n'a sûrement pas été tourné en France.
c'est pas rare dans certains pays. Je voulais vous parler aussi du niveau de luminosité dans les angles. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment parfaitement réparti. J'ai noté, et visible une fois de temps en temps, un point chaud à ce niveau-là, à l'aplomb véritablement par rapport à la LED, mais sinon la luminosité est parfaitement homogène. Il n'y a qu'un seul moment dans la journée bien précis pendant lequel le soleil est en mesure de faire concurrence au projecteur, c'est lorsqu'il est en train de se coucher, il passe à l'aplomb par rapport à la toile que vous avez ici via la fenêtre qui se trouve juste derrière la caméra. Et là, effectivement, on peut pas lutter, mais ça ne nous empêche pas de regarder la télé quand même. Vous avez vu jusqu'ici la version éclairée, la version dans une pièce éclairée. Là, je vais aller fermer les volets. Et là, ça en jette. Même les miniatures de YouTube sont totalement sublimées, magnifiées par le niveau de luminosité émise par le projecteur. C'est vraiment super beau. Je vais vous repasser quelques moments choisis de cette vidéo-là pour que vous puissiez apprécier différemment. Allez, on se refait le lever de soleil juste pour le plaisir. C'est vraiment très intense. La scène des sushis et sa profondeur de noir prend une dimension totalement différente lorsque les volets sont fermés. Tout à l'heure, effectivement, on avait un noir un peu plus délavé par la présence du soleil à l'intérieur de la pièce. Là, on a un noir beaucoup plus profond. Voilà, regardez, cette scène est vraiment cool. La flambée du steak, génial. On a véritablement l'image qui jaillit du mur et c'est vrai que c'est encore plus palpable dans les scènes lumineuses comme vous pouvez l'avoir maintenant. Et ce n'est pas un phénomène qu'on constate uniquement la nuit, c'est aussi accentué par le cadrage qui a été réalisé par la marque qui donne véritablement la sensation d'avoir une véritable télé encastrée à l'intérieur du mur. C'est joli ce qu'ils ont fait, cet effet métal brossé, c'est sobre, sans fioriture, mais ça lui va vraiment très bien. Comme indiqué sur la notice, il est préférable d'être deux pour monter cet écran, étant donné sa taille, et je remercie d'ailleurs Camran de m'avoir filé un coup de main, on n'a pas eu de difficulté particulière. Par contre, on a mis quand même une bonne heure pour obtenir le résultat parfait. Allez, revenons sur l'interface VidIO pour continuer la présentation dans le noir quasi complet à l'intérieur de mon salon. Donc vous avez Prime Video bien sûr qui est préinstallé à l'intérieur du projecteur. Essentiel pour nous aussi la présence de Molotov. Alors Molotov, c'est vrai que c'est ce qui est allumé le plus fréquemment chez nous, on a même pris l'abonnement d'ailleurs. C'est vrai qu'on passe par ça pour regarder la télé, mais dans l'absolu, vous pouvez tout à fait brancher votre box TV si jamais vous en avez envie. Ça marche vraiment nickel. Alors au début, vous avez le flux qui est préchargé en basse définition et qui se charge très vite en haute définition. Ça y est, c'est déjà fait. Un certain nombre d'applications sont d'ores et déjà préinstallées dessus, avec notamment l'accès à l'App Store Vida, sur lequel on va pas tout trouver malheureusement. On va noter aux abonnés absents l'Apple TV, ça c'est un petit peu dommage, Disney+, et aussi j'avoue VLC qui m'aurait été bien pratique. Cela dit, pour remplacer VLC et accéder par exemple aux informations situées sur votre réseau, vous avez le petit lecteur média que vous avez ici, je vous le remontre. Vous allez dans My App, ensuite vous avez Média tout en bas, et là vous allez pouvoir accéder à votre réseau. Je peux pas vous montrer grand chose pour une question de droit d'auteur, mais là je diffuse, en tout cas je suis en train de streamer un film directement depuis mon réseau en 4K, encodé en H265, et le projecteur n'a absolument aucun mal à le lire. Évidemment, il en est de même pour les fichiers MKV encodés en H264, là pour le coup c'est du Full HD que vous avez sous les yeux, et encore une fois c'est fluidissime, fichier qui doit faire 18 Go il me semble. Ce qui permet au projecteur d'absorber de tels flux de données, c'est évidemment la combinaison de plusieurs facteurs, à commencer par le processeur en interne qui permet de décoder les formats les plus difficiles comme par exemple le H265 et bien sûr la présence du Wi-Fi sur la bande 5 GHz qui est la bande que je vous recommande d'installer si jamais c'est pas déjà fait pour absorber, on va dire, le plus gros flux de données possible. On n'a pas le Wi-Fi 6 à l'intérieur mais ça lui pose pas de problème, j'ai testé avec des fichiers pesant jusqu'à 25 Go et ça passe sans souci. Concernant Disney+ et Apple TV, si c'est véritablement essentiel pour vous, il suffit de passer par un décodeur externe. Je vous propose maintenant de faire un petit tour par le paramétrage de l'image. Je vous avais montré tout à l'heure les différents paramètres automatisés comme par exemple standard, cinéma de jour, cinéma de nuit, le mode dynamique qui est celui que j'utilise de manière générale. Vous avez peut-être vu au passage les lumières dans les arbres sur les Champs-Élysées qui sont allumées au moment où j'ai enclenché le mode dynamique. Le niveau de lumière générale, niveau de luminosité, de contraste, saturation couleur, netteté, contraste adaptatif, compensation de mouvement, on en a parlé tout à l'heure, réduction du bruit numérique, du bruit MPEG, température de couleur, là je l'ai mis sur froid, j'hésite encore. Entre froid et standard, j'avoue que mon cœur balance. Venez, regardez, là je suis en mode standard, je me mets en mode froid. Ça change véritablement la teinte de l'image, ça change même le rayonnement du soleil. Le bleu est différent en choisissant les deux modes. Regardez, là on a les nuages qui disparaissent un peu, qui sont un peu nivelés, là où ils sont un peu plus présents en mode standard. Et des fois, ça magnifie l'image, des fois un peu moins. Donc j'ai encore du mal à choisir. Là, par exemple, voilà, on a une image un peu plus chaude. Donc on sent que les tons sont un peu plus jaunis. Là, on est un peu plus blanc.
J'ai demandé l'avis à ma famille aussi et on a tous un peu de mal. Donc pour l'instant, je l'ai laissé en froid. Je trouve qu'il est sympa. Dans les paramétrages d'expert, vous allez avoir au gamut en normal ou automatique le réglage des couleurs, alors teinte par teinte, voilà, la saturation, etc. Vous allez pouvoir paramétrer le rouge, le vert, le bleu, évidemment, de manière totalement indépendante. La balance des blancs aussi, ça peut être intéressant. Le réglage du ton gamma, alors je l'ai laissé sur 2.2, idem, j'ai encore du mal à me décider, ou 2.4, 2.2, donc pour l'instant, je suis sur 2.2 et ça marche impeccablement. Pour le reste, j'ai pas effectué de modifications particulières par rapport au réglage natif du projecteur. Au niveau audio, j'ai laissé bien sûr activer le Dolby Atmos qui prendra son sens avec un kit externe si jamais vous en avez. Tant qu'à faire, c'est top, mais je vous ferai écouter après le son du projecteur. Vous allez voir, il est clairement cool. Je vous montre rapidement les différents paramètres pour le son. Mettez sur pause si vous voulez les voir un peu plus en détail. Je pense que j'aurai aucun mal à vous convaincre que la partie cinéma avec ce projecteur, ou devrais-je dire cet écran de télé, est déjà génial, mais projetez-vous, la Coupe du Monde au Qatar arrive dans pas longtemps. Imaginez-vous avec un écran de 100 pouces en guise de télévision, ça doit être fantastique. Allez, je vous laisse profiter quelques secondes de ces images dans de bonnes conditions. Il n'y a pas que le foot dans la vie en attendant la Coupe du Monde. Alors certes, il y a d'autres événements sportifs, mais on va passer sur un autre canal, la HDMI 3, sur lequel j'ai branché ma Nintendo Switch. Bon, je vous l'accorde, la transition idéale aurait été de vous mettre un petit FIFA, mais là, il va falloir se contenter de Kirby. Je le mets pas par hasard d'ailleurs, c'est pour vous faire véritablement profiter d'un autre type d'image, alors qui met très bien en valeur le projecteur. C'est pas par hasard, c'est chatoyant, c'est lumineux, c'est beau, c'est vraiment génial. C'est une expérience de jeu à part entière d'avoir un écran aussi énorme, de pouvoir en profiter. Même sur un Kirby, c'est cool. Mais là, en l'occurrence, c'est mes enfants qui s'amusent avec en ce moment. Ce qui m'a permis de brancher la Nintendo Switch, c'est la présence de ports à l'arrière du projecteur. Alors, pas les mêmes ports que ceux qui nagent dans l'eau. Vous avez le droit de huer mes blagues pourries. Alors, vous avez à l'arrière deux ports USB, de l'USB 1 et de l'USB 2, des entrées audio, du VGA à l'ancienne, pourquoi pas. 4 prises HDMI, 60 Hz 4K, avec celle-là qui est en ARC visiblement. Pas de 2.1 à l'intérieur, bien sûr. De toute façon, ça servirait à rien pour un écran qui projette en 60 Hz. Ici, vous avez les entrées audio-vidéo. Vous avez bien sûr de l'optique, un port RJ45 1 GHz. Et là, c'est une entrée de service, vraisemblablement pour du debug. Vous avez bien sûr la possibilité de raccorder le projecteur à votre antenne télé si vous utilisez toujours ce système. Et sur le côté droit, vous avez une interface PC MCA. Et voilà le résultat final de notre installation. Alors ça fait bien longtemps qu'en tant que couple, on a soldé les débats sur la taille de la télé. Je peux vous assurer qu'on est tous les deux très heureux d'avoir une télé de 100 pouces maintenant à l'intérieur du salon. Le débat, ça a été sur le meuble télé qui allait porter le projecteur. On a décidé de le positionner sur un pouf en paille. Et le résultat est plutôt sympa, plutôt esthétique. En tout cas, nous, ça nous plaît, c'est l'essentiel. Et quel bonheur aussi au niveau des câblages, de l'allègement de cette zone-là qui habituellement est chargée, alors par le meuble télé que vous avez ici, qui a pris sa place en guise de console maintenant, mais les câbles résiduels que vous pouvez avoir ici vont disparaître très prochainement. Néanmoins, lorsque vous choisissez un projecteur laser en guise de télévision, vous avez quelques concessions à effectuer. Le projecteur doit être positionné véritablement à l'aplomb par rapport au support de projection. Et même si à ce niveau-là, il offre une certaine latitude, vous devez utiliser la taille pour laquelle le projecteur a été conçu, bien qu'effectivement, là, en rapprochant le projecteur, je peux obtenir une image nette de taille moindre si jamais j'en ai véritablement envie, mais il faut vraiment respecter la taille, alors 200 pouces pour lequel il a été conçu, mais vous trouverez aussi d'autres formats bien sûr disponibles sur le site dont je vous mets le lien directement dans la description comme d'habitude. Et tenez, regardez, j'obtiens une image parfaitement nette, absolument impeccable en ayant rapproché le projecteur du mur, en l'exploitant à une taille pour laquelle il n'avait pas été conçu à la base, j'obtiens une image qui est absolument nickel. Ce qui va être utile si jamais à un moment donné j'ai envie de bouger le projecteur, je veux le mettre par exemple dans ma chambre sans avoir à amener la toile évidemment, et ben je vais quand même pouvoir l'utiliser dans ce genre de cas de figure, sachant que dans ma chambre j'ai un mur qui est plus petit que dans mon salon. Au niveau du bruit émis par le projecteur lui-même, il est extrêmement modéré, on peut entendre qu'il y a un ventilateur sur le côté, mais c'est très léger, c'est audible uniquement s'il n'y a pas de son à l'intérieur de la pièce. Je vais essayer de vous le faire écouter avec mon micro et c'est même pas certain que ça marche. Par contre, le son émis par les 30 watts RMS de la barre de son intégrée à l'intérieur du projecteur est vraiment un ravissement pour les oreilles. Allez, je vous en fais écouter quelques secondes au travers de la musique libre de droit que vous avez directement à l'écran. C'est pas mal. Pour
Pour cette partie-là, j'ai tout assombri parce que je peux pas vous montrer les images pour une question de droit d'auteur. Je vais vous faire écouter les fameuses charges soniques de Star Wars. C'est très bon. Le son est vraiment très agréable, très équilibré et c'est ça le point qu'il faut retenir de ce projecteur. On n'a pas un caisson de basse monstrueux à l'intérieur, un ajout de caisson de basse, ce serait cool pour obtenir encore plus d'ampleur, mais même les charges soniques de Star Wars résonnent, pas de la manière dont on peut les entendre au cinéma évidemment, mais suffisamment bien à l'intérieur d'un salon de 40 mètres carrés pour mettre véritablement dans l'ambiance. Idem au niveau des voix, on a des voix qui sont bien retranscrites, on a des aigus aussi à l'intérieur du projecteur, c'est tout simplement un bon équilibre. La véritable question derrière ce test, le véritable objectif de cette vidéo, c'est peut-on utiliser un projecteur en guise de télévision? Et la réponse est clairement oui, elle est oui. Alors ça fait un mois qu'on l'utilise, elle est oui de la part de tous les membres de ma famille, en plus de moi, alors qui suis certes testeur pour l'objet de cette vidéo, mais eux sont testeurs au quotidien, on adore tous, on adore absolument tous. Tant et si bien d'ailleurs que la télé a totalement disparu du salon. On l'a pas encore recyclée, elle est là, hein, elle nous attend sur un côté, on va la positionner ailleurs, mais à l'intérieur de notre salon, ça y est, c'est définitif, c'est le projecteur qui a remplacé la télé, c'est certain. Et si je n'étais pas certain du résultat que j'allais obtenir en plein jour, j'espérais réellement que ça allait fonctionner, et ça a fonctionné au-delà de mes espérances, même en plein jour, en plein été. Alors là maintenant on est en plein mois d'août avec un soleil magnifique en extérieur, les volets ouverts, l'image reste visible, suffisamment claire, suffisamment puissante pour tout simplement remplacer la télévision. Elle n'égalera jamais évidemment une télévision, elle n'égalera jamais une télé, alors LCD ou OLED, en matière de contraste, en matière de profondeur des couleurs, quoique la nuit, très franchement, on n'est pas loin, notamment au niveau luminosité, il y a des pics de luminosité grâce à la HDR sur certains contenus qui sont absolument géniaux. Et on a le bonheur d'avoir une très belle image de 100 pouces à l'intérieur du salon, franchement c'est génial, c'est vraiment une expérience à part entière. Le son est très bon aussi, la partie application fonctionne nickel, sans aucun problème, de manière un peu plus fluide que sur ma télé d'ailleurs, notamment sur la partie gestion des médias, tant et si bien que VLC qui me manquait au début ne me manque plus du tout maintenant. À la limite, ce qui pourrait vous manquer, c'est 2-3 applications, mais comme je vous le disais, au besoin, vous prenez un décodeur externe que vous reliez en HDMI directement au projecteur, ça fait très bien l'affaire. La barrière à l'entrée pour obtenir un écran géant à l'intérieur de son salon n'est plus d'ordre technologique, reste encore à digérer le prix évidemment, quoique on est au prix, on va dire, d'une très belle télé qui n'offrira jamais une telle diagonale évidemment. Je vous ai mis le lien pour aller voir combien coûte le projecteur ainsi que l'écran de projection dans les différentes configurations proposées par Hisense directement dans la description. Donc comme d'habitude, vous trouverez un lien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaierai de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!